assez modeste et mes parents n'ont pas fait de grandes études ou quoi. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je suis le plus diplômé de ma famille. Donc j'étais pas du tout une prédisposition. Mais, mais c'est vrai que depuis assez jeune, je m'intéresse vachement à tout ce qui est monde du vivant. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me stimule de comprendre un peu comment fonctionne le monde qui nous entoure et comment on fonctionne nous. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je dirais au ouais, collège, j'ai eu des profs d'SVT qui étaient super intéressants et c'est vrai que la SVT, ça m'a de suite accroché. Et donc, c'est vrai qu'assez naturellement, en fait, je me suis tourné vers ça, vers vraiment les sciences, donc compréhension du vivant, tout ça. Et c'est à partir ouais, la fin du lycée que j'ai commencé à m'intéresser au cursus possible. Et c'est vrai que le fait de faire une thèse, ça a commencé à naître à peu près à ce niveau-là, donc à la fin du lycée. J'avais parlé avec un ami à moi qui était sur Montpellier et qui du coup, lui faisait des études de médecine, mais qui m'a parlé justement de la faculté des sciences de Montpellier. Et moi, je me suis intéressé après à ça. Il y avait une très bonne renommée et j'ai vu qu'il y avait un cursus qui était vachement orienté sur la microbiologie, pour le coup, qui était différent de ce que moi j'avais fait à Lille. Et donc je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. Et pour le coup, ça avait rien à voir avec ce que j'avais pu faire avant. Et là, ça m'a tout de suite plu. C'était vachement plus orienté sur la compréhension du vivant, sur les interactions entre justement l'homme, les micro-organismes, ce genre de choses. J'avais même des cours de biologie végétale qui étaient super intéressants. Et là, à partir de là, ça s'est vraiment enchaîné naturellement. Donc, alors pour le coup, je vais pas vous mentir, Coxiella burnetii, je connaissais absolument pas. Même Mm. pendant mon cursus, c'est quelque chose. C'est une bactérie qui est très peu connue du grand public. C'est ma directrice de master qui m'a parlé de ce projet-là. C'est pas nous directement en tant que thésards qui déterminons le projet. Il y a un projet qui est déjà établi par notre directeur de thèse. Donc, dans mon cas, donc c'est Eric Martinez qui avait ce projet-là. Et, donc après, je suis arrivé, donc j'ai fait un entretien avec lui, il m'a parlé du projet. Et après, derrière, forcément, en fonction de ce que moi je commence à avoir comme résultat sur le projet, toute la bibliographie que je fais à côté, donc pour voir où est-ce que je peux amener le projet, là, ça prend une autre tournure parce que je m'y implique à 100%. Une zoonose, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est simplement donc une maladie qui va se transmettre de l'animal à l'homme et donc qui va pouvoir soit être infectieuse directement dans l'animal et provoquer donc une maladie également chez l'animal, mais c'est pas toujours le cas, et qui va pouvoir donc se transmettre à l'homme de nombreuses manières différentes. Du coup, ça a été le cas avec le Covid-19 notamment. Et donc, Coxiella, pour le coup, elle fait partie de ces maladies-là qui sont transmises donc des animaux à l'homme. Et nous, on est principalement affecté par les animaux d'élevage. Pour le Coxiella, elle est très résistante, donc elle va pouvoir résister dans l'environnement. Donc, ils vont pouvoir être infectés en inhalant donc des bactéries qui se retrouvent dans l'environnement, ou bien via la tique. Donc, on sait que la tique peut être porteuse de Coxiella et le transmettre aux animaux. Les animaux vont contaminer leur environnement, par exemple quand ils vont mettre bas, donc via le placenta, ce genre de choses, matériel contaminé, via, je sais pas, le foin, ce genre de choses. Tout ce qui va être possible d'être contaminé, la personne qui va être en contact avec cet environnement-là, par inhalation en fait de matériel contaminé tout simplement. La transmission de coccia se fait par inhalation et par voie aérienne. Les premières personnes exposées, donc ça va être les personnes qui vont travailler avec du bétail. Et après, d'être humain à être humain, ça va être un peu comme la grippe, comme le Covid, ça va être voilà par gouttelette, par éternuement, ce genre de choses.
Dans 60% des cas, ça va être asymptomatique chez l'homme. Par contre, sa capacité infectieuse est une des plus élevées en fait de toutes les bactéries connues. Donc, 1 à 10 bactéries sont suffisantes pour provoquer la maladie chez l'homme, donc ce qui est extrêmement faible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé cette bactérie pour créer des armes bactériologiques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est catégorisée classe B, donc pour un potentiel bioterroriste. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que les antibiotiques donc, qui fonctionnent contre Coxiella. Le problème avec cette bactérie, c'est comme je l'ai dit, le potentiel infectieux est élevé, donc une seule bactérie va suffire. Donc le problème, c'est qu'il va y avoir un traitement antibiotique qui va être très long et très donc délétère pour le corps. Ça va être minimum 6 mois de traitement pour les personnes qui ont des symptômes avérés de fièvre Q. Et le problème, c'est que derrière, on va devoir retester la personne et si jamais il reste même donc une charge bactérienne très faible, on va devoir continuer le traitement antibiotique parce que sinon il peut redévelopper une maladie. Donc aujourd'hui, il y a vraiment que les antibiotiques qui fonctionnent. Donc c'est un traitement, c'est doxycycline et hydroxychloroquine en combinaison, je crois, qui est donné actuellement. Et également, l'autre problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de vaccin pour l'homme, donc qui a été développé pour cette maladie, donc ce qui en fait aussi une maladie à surveiller, en effet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les bactéries, on le sait tous, ont de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Donc, d'une part, il y a toute la partie recherche sur développer de nouveaux traitements antibiotiques qui est très importante et également des traitements plus novateurs comme la phagothérapie, donc avec les phages. La phagothérapie, en fait, c'est le fait d'utiliser des virus qui sont des bactériophages et ce sont des virus de bactéries, donc ils vont cibler les bactéries et les tuer, tout simplement. Et donc ça, c'est très utilisé dans d'autres maladies. Bah, par exemple, j'ai parlé de la tuberculose. Il y a des traitements de phagothérapie qui sont développés encore actuellement parce que, par exemple, Mycobacterium qui provoque la tuberculose devient très, très résistante aux antibiotiques. Donc c'est vrai qu'on... En fait, moi, c'est sur mon projet, c'est vrai que je compare Coxella à un ninja parce que justement, elle, comme je vous ai dit, elle est capable de rentrer dans nos cellules et de se faire complètement oublier, alors que normalement, nos cellules, et notamment les cellules qu'elle infecte préférentiellement, qui sont des cellules de l'immunité innée, donc qui sont nos cellules vraiment qui sont faites pour ça, détecter les pathogènes et tout ce qui est menace extérieure. Et même en infectant ces cellules-là, elle arrive à faire en sorte que la cellule ne les détecte pas de nombreuses manières différentes. Donc c'est une bactérie qui va former une niche à l'intérieur de la cellule qui s'appelle, donc on va appeler ça une niche réplicative. Donc à l'intérieur, elle va pouvoir se multiplier tranquillement. Et elle a donc une autre arme qui est un système de sécrétion qui est comme une aiguille en fait, qui va être au niveau de la bactérie et qui va pouvoir donc lui permettre de percer cette niche réplicative et d'envoyer des protéines, donc quelque chose qu'elle produit elle-même dans la cellule. Et ces protéines donc bactériennes vont pouvoir modifier tout un tas de choses dans la cellule. Donc ces protéines vont empêcher que la cellule meure. Et chose intéressante pour moi, elle va aussi faire en sorte que la cellule ne prévienne pas les cellules autour. Parce que une cellule, lorsqu'elle est infectée, si elle n'arrive pas à se débarrasser d'un pathogène, elle est censée mourir. Elle meurt comme ça évite que la bactérie puisse se servir de cette cellule pour se multiplier, parce qu'il y a plein de nutriments à l'intérieur, etc. Et donc, mourir et également prévenir, comme je vous l'ai dit précédemment, prévenir les cellules aux alentours. Donc, moi,
moi, tout d'abord, il y a une partie du financement que j'aimerais utiliser directement dans ma recherche à moi, donc pour obtenir de nouveaux résultats, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont assez coûteuses pour le coup. Donc moi, il y a une expérience en particulier que j'aimerais mettre en place et que j'ai pas pu encore mettre en place, donc qui est de la spectrométrie de masse. Moi, la protéine sur laquelle je travaille, donc qui est la protéine bactérienne, je veux voir toutes les autres protéines de la cellule qu'elle infecte avec lesquelles elle peut interagir, donc vraiment sur lesquelles elle va avoir un impact. Il y a également donc un congrès dans lequel je me suis inscrit et j'ai la chance d'avoir été sélectionné pour pouvoir présenter un poster. Donc, c'est un congrès qui se déroulera en Espagne. Donc, c'est un congrès international qui va me permettre donc de présenter mes travaux devant un panel de chercheurs venant du monde entier. Donc, c'est une très bonne occasion pour moi. Et pareil, bah, ce genre de congrès, forcément, ça a un coût. Et si jamais il me reste un petit peu d'argent sur la bourse, il y a une équipe qui est à Toulouse avec qui donc j'ai eu l'occasion de collaborer, qui a justement obtenu des résultats sur une partie de mon projet il y a pas très longtemps. Donc j'aimerais aller justement chez eux dans leur laboratoire pour, euh, pour réaliser quelques expériences en partenariat avec eux parce qu'ils ont une expertise que nous, on n'a pas. De continuer dans la recherche académique, donc faire comme ce que fait mon directeur de thèse, donc chercheur à temps plein. Donc pour ça, il faut que je passe par un post-doctorat, donc qui est être sur un projet, et d'être plus dans le comment dire, d'être proactif vraiment à 100% sur la manière de mener le projet et derrière donc faire chercheur. Et c'est vrai que dans le privé, parfois, on a plus l'opportunité d'être proactif sur quelque chose de plus appliqué. Donc, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, trouver de nouveaux antibiotiques, trouver un vaccin, ce genre de choses, où là, on a l'impression d'être plus utile de façon immédiate. J'ai monté ma propre start-up, donc ça, c'est quelque chose qui me plairait bien, mais ça, ce sera pour le coup dans un futur un peu plus lointain, parce que c'est quelque chose qui demande quand même une plus grande maturité et également un investissement qui est autre, parce que là, on devient Mhm. quand même entrepreneur, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui me plairait beaucoup aussi. Et, une autre partie qui m'intéresse, c'est toute la partie enseignement. Donc moi, c'est vrai, bah, comme je l'ai dit, tout ce qui est médiation scientifique, vulgarisation, ça m'a toujours plu. Et là, encore plus depuis que je fais ce genre de choses, donc comme le concours Graines de chercheurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui quand même fait son bonhomme de chemin. Et je me dis que enseignement, maître de conférence, ce genre de choses, ça pourrait me plaire, honnêtement. Pour moi, la science, c'est censé être amusant, de base. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, on en fait un truc enfin, un peu inaccessible, les gens se prennent au sérieux. En vrai, c'est marrant. C'est marrant, comme je vous ai dit, moi, dès qu'on m'a parlé de ce projet au début, j'étais là, enfin, c'est de la science-fiction, quoi, quand on voit ce qu'elle arrive à faire, tout ça. Moi, je pense il faut pas trop se prendre en sérieux dans ce genre de milieu. Moi, déjà, c'est comme je vous dis, c'est dans ma personnalité aussi. Enfin, voilà, j'aime beaucoup rigoler. Je me prends pas au sérieux du tout. Donc c'est vrai que quand j'ai l'opportunité de le faire avec respect quand même pour ce que je fais, ne pas tomber dans la parodie ou dans la caricature, bien évidemment. Mais voilà, je pense que et puis même, c'est quelque chose pour que ce soit accessible, faut aussi que faut que ce soit marrant, faut que ce soit intéressant pour le grand public et même pour nous. Si on était H24 dans le côté sérieux, je pense qu'on se lasserait et qu'on perdrait de vue un peu l'importance de ce qu'on fait, quoi. Garder ce côté un peu décalé où on se dit, bah, ça fait pas forcément, on n'avait pas imaginé ça, mais tiens, j'ai cette idée, bah, je vais au bout de mon idée et j'essaye en fait. Et ça, c'est super important et c'est ce que je me bats un peu pour garder. Et je pense que c'est ça aussi qui fait survivre la science
qu'on aime tous et qui nous a passionnés, hein. C'est pas ce côté scolaire ou académique, c'est vraiment le côté un peu savant fou et de pouvoir essayer de nouvelles choses et surtout de découvrir en fait tout simplement.